lui. Non, ça étonne plus. C'est le profil que vous décrivez, le profil d'un barbare en puissance, et c'est un barbare même qualifié et caractérisé. C'est une personne qui a accumulé les condamnations, enfin en tout cas les inculpations que vous décrivez actuellement à l'écran. Et ça montre quand même qu'en France, il y a quand même une question qui doit se poser, c'est est-ce que les juges penchent davantage à la réinsertion des potentiels délinquants et des criminels qu'à la sécurisation de la société. Je tiens quand même à rappeler que les principes de la justice selon Beccaria sont les suivants. On enferme des gens en prison pour préserver la société. Donc les juges doivent davantage penser à rendre la justice au nom du peuple français pour sécuriser la société et pour prévenir des délits et des crimes. Et en l'occurrence, ça n'a pas été fait, parce que vous avez une personne qui, à nombreuses reprises, a montré des signes de dangerosité. Donc se pose la question, est-ce qu'on va pouvoir enfin responsabiliser les juges et les contrôler, parce que c'est le seul corps qui n'est pas contrôlé. Le deuxième point que moi je vois pour les personnes comme ça, je pose quand même une réflexion. En France, on a une tradition catholique et on pense que tout le monde a le droit à une deuxième chance. Moi, je ne sais pas si on peut sauver tout le monde et si des gens ne sont pas malheureusement... Pas. Non, mais il y a des gens qui sont malheureusement perdus. Et c'est triste à dire, mais il y a quand même... Là, vu le profil de la personne, je ne sais pas si 25 ans de prison, parce que c'est avec les remises de peine, la réclusion à perpétuité lui donnerait 25 ans ou 30 ans maximum. S'il sortirait, grandit, et en changeant, je ne suis pas sûr. Et donc, du coup, se pose la question si pour préserver la société, on ne doit pas remettre en place une vraie perpétuité réelle pour protéger la société. On est dans un état de situation où l'ultra-violence et la barbarisation fait qu'on doit penser davantage à protéger la population qu'à réinsérer les gens, parce que l'état de la société, malheureusement, permet de mettre une priorité qui est celle de protéger la société. Ils ne sont pas les bienvenus et ils n'hésitent pas à tirer sur la voiture. Comme le dit l'oncle de la victime, ils ne vérifient pas que ce soit la bonne voiture. Il y a des enfants à l'intérieur, ils n'y font pas attention. C'est véritablement la guerre, comme le disait justement le père tout à l'heure. Oui, petit à petit, on a l'impression de revoir des scènes qu'on a connues dans des films d'Amérique latine ou d'Amérique du Sud, sur les contrôles de trafic de drogue ou dans les favelas. Et pour reprendre ce qu'a dit Philippe David, en fait, on n'est pas dans les territoires perdus de la République, mais il y a un ordre qui est assuré par la loi des gangs, la loi des caïds et la loi des grands frères. Seulement, quand les grands frères, les caïds et les gangs se battent entre eux, plus personne n'est capable d'assurer l'ordre et capable de dire qui a le droit de vie ou de mort dans ces quartiers-là. La question qui est posée, et qui est posée par Philippe David, c'est est-ce qu'on est capable de reprendre ces territoires-là? La première chose qui a changé depuis 2005, c'est qu'à la différence de 2005, les habitants des quartiers ne voulaient pas véritablement de changement, c'est-à-dire qu'ils voulaient apaiser la situation. Maintenant, quand vous avez les émeutes dernièrement qu'on a connues entre juin et juillet dernier, les habitants des quartiers ne redoutent pas le changement, ils l'attendent avec impatience. Lorsque vous ayez des plateaux, lorsque vous ayez des micro-trottoirs, vous interrogez les gens sur place, les gens se demandaient pourquoi est-ce que le gouvernement n'était pas plus ferme avec les racailles, avec les trafiquants de drogue, pourquoi est-ce que l'armée n'était pas envoyée, pourquoi est-ce que l'ordre républicain n'était pas assuré dans ces territoires. Donc déjà, il y a un changement de mentalité, c'est-à-dire que les habitants sont prêts à soutenir une action de l'État qui est forte. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on a un courage politique pour pouvoir reprendre le contrôle de ces territoires perdus. Si par cas vous y allez, vous risquez ce qu'on appelle des pertes collatérales au niveau des habitants, au niveau des policiers qu'on enverra et éventuellement des trafiquants de drogue. Or, la question qui est posée à moyen long terme lorsque vous faites des politiques publiques, c'est est-ce que le coût que vous allez prendre pour reprendre le contrôle de ces territoires est plus élevé que le coût à long terme? Ce qu'on voit, c'est qu'à Marseille, on a déjà dépassé le nombre de morts par rapport à l'année dernière. Ce qu'on voit, c'est que Nîmes est en train de devenir un quartier pas loin de Marseille. Et on voit que le trafic de drogue est en train de s'étendre dans les villes moyennes, dans les villes périurbaines, dans les territoires ruraux. Moi, je pense qu'il est temps de reprendre le contrôle de la situation. Moi, je prends souvent le même exemple. François Hollande est le président le plus mou de l'histoire de la Ve République. Le week-end du 13 novembre 2015, il a fait déclarer l'état d'urgence. Il a saisi 5000 armes à feu. Si Hollande, le président le plus mou, est capable de le faire, le grand Jupiter qui s'était présenté en opposition face à Montor en se disant qu'il était trop mou et incapable d'agir, devrait prendre la situation, descendre du Mont Olympe et abattre la foudre sur ces quartiers pour restaurer l'ordre républicain. Cette action va changer. Mais en fait, la CRS 8 sert à soulager les forces de l'ordre locales pour qu'elles n'aient pas à affronter, parce que lorsque vous envoyez la CRS 8, les trafiquants de drogue s'arrêtent par magie. Donc ça veut dire que lorsque vous envoyez la puissance publique est supérieure aux trafiquants de drogue. En tout cas, ils ne veulent pas affronter la CRS 8. Moi, le bilan que j'en tire, c'est une question de volonté politique. Gérald Darmanin ne décidera pas lui-même si c'est lui qui doit mener la guerre contre les trafiquants de drogue et si c'est lui qui doit reprendre le contrôle des territoires perdus de la République. Ça dépend d'une décision au plus haut sommet de l'État, donc Emmanuel Macron. Ce que nous, on voit en rapport, c'est que si vous disiez la CRS 8 est capable de reprendre le contrôle d'un quartier. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas l'ordre à la CRS 8 de nettoyer le quartier, d'arrêter les gens, de saisir toutes les armes à feu et de saisir toute la drogue? On pourrait le faire techniquement. En une semaine ou 2 semaines? Non, mais en un mois s'il le faut, ou en 6 mois s'il le faut. Vous envoyez plusieurs quartiers. Ensuite, après, il y a la question. Mais moi, c'est pour ça que je pense qu'il faut passer à l'état d'urgence pour que ce soit des perquisitions administratives et pas judiciaires. L'autre point, ensuite, après, que je vois, c'est qu'on a un effondrement de notre logique politique qui s'est effondrée pendant 30 ans.
On a dit pendant 30 ans que ce qui comptait, c'est que ces quartiers-là allaient dans les trafics de drogue pour des questions sociales, c'est parce qu'ils étaient pauvres, ils se tournaient vers le trafic de drogue. Or, ce qu'on voit, c'est que c'est pas ça en fait. C'est-à-dire que l'État nounou s'est augmenté, donc les dépenses sociales ont augmenté, l'argent que vous déversez dans ces quartiers a augmenté avec la politique de la ville, les aides sociales, etc. Et pourtant, l'État régalien s'est affaibli. Et les trafiquants de drogue ont gagné. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire exactement l'inverse. Moins de social, plus de sécuritaire, reprendre le contrôle des quartiers, rétablir l'ordre, c'est exactement ce que demandent les gens et ça permettra de rassurer la sécurité. Chacun son tour, le pouvoir d'achat. William Tett, Hermé et Philippe David. Toutes les enquêtes. Leur priorité numéro 1, c'est l'ordre, c'est normal. Ils vivent sous les émeutes. Il y a les enfants qui sont détournés pour aller faire des émeutes. Quand vous avez vos enfants de 10 à 17 ans qui sont embrigadés par des caïds, par des gangs pour être embrigadés à la criminalité et à la délinquance. Quand vous avez des jeunes qui sont détournés de la voie républicaine pour aller vers le trafic de drogue. Parfois, éventuellement, en plus, vous avez une emprise religieuse dans ces quartiers-là. Et ben, vous voulez que ce soit l'État qui assure l'ordre. Et ensuite, après, vous voyez. Ils vont pas s'organiser entre eux. Mais c'est normal. Mais je vais vous répondre. C'est normal qu'ils réfléchissent comme ça. Lorsque vous dormez tous les soirs avec des échanges de tirs, avec des tirs de mortier, des affrontements entre les trafiquants de drogue et les forces de police, et ben, je suis pas sûr que vous dites ah bah tiens, on va penser à 5 ans et à l'entrée de mon enfant à l'enseignement supérieur. Je dis là. Je dis pas à 5 ans, je dis là. Dans les semaines qui viennent. C'est sans doute une chose positive, mais il ne faut pas oublier les moyens mis sur les autres quartiers des autres villes. Il y a deux questions que vous posez. C'est l'allocation des moyens en général pour la reprise de ces quartiers, pour pouvoir les reconstruire et les rendre habitables pour ses habitants. Ensuite, après la répartition des moyens au sein des différents espaces. Il y a deux mouvements. Ça veut dire que depuis 30 ans, l'État nounou social a explosé, s'est engraissé, et l'État régalien s'est amaigri considérablement. Ça veut dire que lorsque vous prenez les chiffres qui sont donnés, depuis à peu près 30-40 ans, le nombre de fonctionnaires a augmenté de 50%, alors que la population globale a augmenté de 10%. Où sont partis tous ces fonctionnaires, alors qu'on vous dit qu'il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de juges. Donc où sont-ils partis ? Ils sont partis dans des fonctions d'administrateurs territoriaux et de collectivités locales, donc pour gérer les services de la mairie. Mais ce n'est pas un service public auprès de la personne pour améliorer la vie des citoyens et des concitoyens. Le deuxième point, c'est la répartition des moyens. Ce qu'on voit globalement depuis le phénomène de métropolisation, je dirais depuis 30 ans, c'est qu'en fait les moyens se concentrent, lorsque vous parlez de l'État, dans les grandes métropoles. Ça veut dire que lorsque vous êtes un grand maire à Nice, vous êtes un grand maire à Marseille, ou à Lyon par exemple, qui est l'exemple le plus récent, enfin le plus courant, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont un problème, ils ont assez de pouvoir, parce que ce sont des grands barons, pour interpeller Gérald Darmanin pour dire « moi je veux des moyens » et Gérald Darmanin est obligé de leur envoyer la police. Si vous êtes un petit maire d'une petite ville, si vous n'avez pas l'appui des médias comme le vôtre qui fait des reportages, il n'y a aucune chance pour que Gérald Darmanin envoie le soutien de la police nationale. Et c'est pour ça qu'on vit dans une véritable injustice. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une petite ville, dans un petit territoire rural, un territoire de territoire périphérique, vous pouvez être frappé par la hausse de la délinquance et de la criminalité, mais vous n'aurez pas le même traitement que si par cas vous bénéficiez d'une grande ville. Vous appelez Christian Estrosi, vous appelez Benoît Payan ou Grégory Doucet, qui eux, en moins d'un jour, obtiendront les services de la police nationale. Je me rappelle il y avait deux tactiques selon Charles Pasqua lorsque vous êtes dans une affaire. Soit vous créez une affaire dans l'affaire, soit vous jouez la victime et vous jouez le martyr. Et ce qu'il essaye de jouer est la deuxième, parce que la première ne permet plus de passer malheureusement. Je me souviens de ça, qu'une affaire dans l'affaire. Oui, c'était ça qui disait, si je ne me trompe pas. Non, la question qui est posée, c'est quelle est la tactique et quelles sont les conséquences de cette tactique ? Moi, je pense que la gauche, notamment la France Insoumise et les Verts, ont le choix entre le déshonneur en sauvant les postes ou la défaite morale et politique. Or, moi, je pense qu'ils ont choisi le déshonneur en invitant Médine, en faisant une concurrence à l'islamo-gauchisme, et qu'ils vont avoir malheureusement les défaites, et je vais expliquer pourquoi. Lorsque vous choisissez à gauche de faire une course à l'islamo-gauchisme, vous devez être complaisant avec ce qu'on appelle l'antisionisme, qui découle d'un antisémitisme en raison du conflit historique entre l'Israël et Palestine. Et donc, vous devez être complaisant à l'égard d'un certain antisémitisme lorsqu'Aurélien Taché dit qu'il y a un vrai antisémitisme et un faux antisémitisme. Lorsque vous voulez faire une course à l'islamo-gauchisme, vous devez rompre avec le principe de laïcité qui est historique à la gauche, qui est la gauche qui l'a créé, pour vous plaire dans une certaine communauté afin d'attirer les voix, comme le rappelait Judith, des musulmans identitaires. Et donc, vous devez perdre vos valeurs historiques, qui est celle de l'universalisme, celle de l'antiracisme, celle de l'ouverture, celle de, en gros, ce qu'on appelait la gauche morale et un peu la gauche des droits de l'homme, un peu ce qu'incarnait BHL et d'autres personnes. Et vous sacrifiez tout ça en vue d'avoir un électorat qui est de plus en plus réduit et qui ne participe pas au vote, hormis à certains moments. C'est-à-dire qu'en fait, ils choisissent une portion électorale qui est de plus en plus réduite. Lorsque la gauche participait aux élections présidentielles en 2007, enfin de François Mitterrand jusqu'à à peu près François Hollande, la gauche regroupera environ 40 à 45% des voix au premier tour. Là, actuellement, ils ne sont même pas à 30%. Aux prochaines élections européennes, ils seront à 30%. Et plus ils continuent à prendre des positions à rebours de leur tradition, sur le wokisme, sur l'islamo-gauchisme, contre l'Europe,
contre l'ouverture et contre les valeurs historiques qu'ont fait la gauche, contre le travail, parce qu'ils ont aussi abandonné les classes populaires pour se plaire pour un nouveau prolétariat, comme ils l'appellent, et ben ils se morfondront, ils vont perdre leur valeur, et en plus, ils vont arriver à une défaite politique et une défaite morale. Sont donc des personnes de petite taille, mais déguisées. Ah, c'est fantastique. Moi, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle encore Blanche-Neige, parce que je crois qu'il n'y a plus de Blanche-Neige, il n'y a plus de prince, il n'y a plus d'histoire d'amour, il n'y a plus de nains. Non, mais c'est une féministe engagée. Mais c'est une féministe engagée, donc en fait, je ne comprends pas pourquoi ils ont gardé le nom de Blanche-Neige. Ils auraient pu trouver un autre nom, parce qu'en fait, l'œuvre de Blanche-Neige a été complètement dénaturée, et c'est là où on voit à quel point on assiste à une dérive du wokisme, voire même de la cancel culture, parce qu'en fait, on essaie de réécrire une histoire qui existe déjà, auquel on essaie de réinterpréter au XXIe siècle. Moi, je pense que des gens sont attachés aux traditions, aux œuvres classiques, et qu'il faut essayer de réinterpréter en adaptant un petit peu, mais en gardant l'essence même de l'œuvre qui a fait sa richesse, qui a fait son succès, et qu'ensuite, après, les gens décident de voir ou pas, à la lumière du XXIe siècle, les enseignements que nous avons eus en termes d'éveillement à la discrimination, de lutte contre le racisme, etc. Ça, c'est le premier point. L'autre point quand même que je vois qui est dommageable, c'est qu'on est quand même en France, on peut se poser la question si on est prêt à accepter longtemps les dérives wokistes des États-Unis. On a quand même notre propre art culturel, on est en capacité de faire notre propre production. Donc est-ce qu'on n'encourage pas les gens à faire leur propre Blanche-Neige, à avoir notre propre système de production, notre propre système de cinéma qui est éloigné du système américain, qui est complètement à la dérive, alors que nous avons une exception culturelle qui est quand même magique, qu'il s'agit de préserver. Julie Vintreux, pourquoi en plus le Besançondier, on n'était pas forcément optimiste sur le fait qu'elle puisse rouvrir à la rentrée? Moi, je trouve que sur 13 écoles saccagées, s'il y en a malheureusement 5, et c'est 5 de trop, qui n'arrivent pas à ouvrir, c'est quand même un bon résultat. Et on a vu qu'en 2 mois, on était capable de construire et reconstruire plus rapidement, alors que d'habitude, la paperasse, la bureaucratie fait que, et les normes, les plaintes, etc. au tribunal administratif font que d'habitude, ça prend beaucoup plus de temps. Donc ça, il faut quand même le saluer. Lorsque la France va vite et efficace, il faut quand même s'en féliciter parce que... Il a fallu une loi pour aller vite. Il a fallu une loi pour aller vite. On pourra faire une loi chaque fois qu'il faudra aller vite. Faudra toujours une loi. Ensuite, après, moi, je trouve que malheureusement, dessus, il y a à peu près deux moyens de guérir d'un épisode douloureux, et je trouve qu'on essaye de faire une fuite en avant, en fait. On essaye d'oublier l'épisode des émeutes pour reconstruire, pour passer vite et faire en sorte que les habitants de ces quartiers, des quartiers qui ont été saccagés, passent et comme si les émeutes n'ont pas existé. Donc, que les écoles ouvrent, que les services publics soient en état, que les habitants des quartiers bénéficient d'infrastructures qui ont été saccagées. Or, moi, je pense que si effectivement, c'est bien que les habitants puissent aller de l'avant et se reconstruire le plus rapidement possible, je pense quand même qu'il faut s'interroger sur les conséquences de ces émeutes en termes politiques, en termes économiques, en termes sociaux et surtout en termes culturels et en termes de société, sur est-ce qu'on ne passe pas beaucoup trop vite, est-ce qu'on a tiré vraiment toutes les conséquences de ces émeutes en termes d'éducation, pourquoi est-ce que vous avez autant de jeunes qui se sont amusés à brûler des quartiers, etc. Et je pense que le gouvernement et la société globalement passent beaucoup trop vite, alors que la société a quand même été durablement marquée. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, les souhaits des habitants, le souhait des Français, je trouve quand même que on devrait se réinterroger dessus. Polémique notamment sur les réseaux sociaux qu'on ne pensait pas forcément de prime abord. C'est-à-dire qu'il fait un constat, c'est un ancien chef de l'État, il utilise son expérience pour donner un avis. Que n'avait-il fait ? J'étais étonné par la polémique parce que lorsqu'on pose la question, et Judith l'a bien rappelé, le cadre est le suivant. 90% des Français ou 99% des Français veulent la victoire de l'Ukraine. Mais la victoire de l'Ukraine ne peut être possible qu'à 2 raisons. 1, battre militairement la Russie, donc à l'état actuel de l'équilibre des forces, c'est-à-dire qu'il faudrait envoyer des troupes occidentales en Ukraine pour les aider parce que la contre-offensive ne fonctionne pas, soit transformer notre économie en économie de guerre pour aider l'Ukraine, comme les États-Unis avaient aidé Staline à Stalingrad pour battre l'Allemagne nazie. Or, les Français ne veulent ni l'un ni de l'autre. Et tous les peuples occidentaux partagent cette opinion dans la mesure où Joe Biden a dû changer de ligne aux États-Unis pour éviter un désastre au mi-terme. Ça, c'est quand même le cadre global. Donc, une fois que vous dites ça, vous dites le seul moyen d'arriver à une paix, pour éviter un conflit qu'on appelle type guerre de Corée, avec un conflit gelé pendant 50 ou 70 ans, c'est d'arriver à un processus de paix pour que chacun récupère ses billes et passer à autre chose. Donc, une fois que vous posez ça, je ne suis pas sûr que c'était un discours qui soit extrémiste. L'autre point que je rappelle, je pense que c'est dans l'ouvrage, si je ne me trompe pas, si ça doit être dans le temps du quinquennat ou le temps des combats, ça veut dire que c'est le moment où il doit raconter sa gestion de la crise financière. Oui, il faut rappeler que c'est un des moments. C'est les premières pages du livre. Il faut rappeler que c'est un des moments où la France a été en leadership mondial, alors que les États-Unis s'étaient perdus avec l'administration Bush, que Merkel s'était perdue pour pas sauver les banques, que Gordon Brown, Premier ministre britannique, avait quasiment coulé le système. Et c'était Sarkozy
lui tout seul qui a initié une réponse de l'Allemagne, des Britanniques et qui a convaincu l'administration Bush puis l'administration Obama de sauver le système capitaliste pour éviter une même crise à 1929. Donc quelqu'un qui a sauvé le système financier, qui nous a évité un désastre et une banqueroute économique, n'y connaîtrait rien en économie et en politique internationale. Par contre, les autres commentateurs, qui sont des grands génies, qui ont une grande expérience dans les résolutions de crises et de conflits, vous expliquez à Nicolas Sarkozy comment faire. Moi, ça me fait doucement rire. Et puis, je trouve quand même qu'on peut avoir un débat sur un point, sans insulter directement le chef de l'État, dire que s'il tient cette prise de position, c'est en raison de ses intérêts financiers ou quoi que ce soit, ou ses intérêts judiciaires. Moi, je trouve que c'est bas. Il devrait se concentrer, si parce qu'il était si bon en politique internationale, sur le fond du sujet, et expliquer comment ils vont sauver l'Ukraine sans donner d'armes supplémentaires ou sans transformer notre économie en économie de guerre.